par F.A.M. Webster. La lueur d'un feu de camp observait Webster et révélait une scène agréable. 2 grandes caravanes blanches et 3 voitures étaient garées jusqu'au moyeu dans l'herbe grasse d'une prairie luxuriante. Derrière s'élevaient les collines et devant coulait un ruisseau vif et clair, dans lequel les caravaniers avaient lavé la poussière du voyage après une longue journée étouffante. Mike Halliday alluma sa pipe et laissa échapper un soupir de pure satisfaction en s'affalant dans un vieux fauteuil en osier passablement cabossé. C'était un homme gigantesque, rentré d'Afrique orientale pour une permission. Ce genre de vie était celui qu'il connaissait et qu'il aimait. Au bord de l'eau, un cœur de grenouille croassait de façon discordante. Mary, Halliday, était assise sur le marchepied d'une caravane. Dans ses bras reposait son fils d'1 an, Hector, qui gigotait et gazouillait joyeusement tout en contemplant de ses yeux graves une grande lune jaune traversée sans cesse par un enchevêtrement de nuages ventrus et noirs. Sir Edward Shaw, vêtu de flanelle impeccable, sortit de sa tente, un sourire sardoniquement amusé aux lèvres lorsqu'il aperçut le spectacle offert par son vieil ami d'école, dont le short kaki délavé par le soleil et la veste de brousse contrastaient vivement avec sa propre tenue irréprochable. Lady Shaw passa la tête par-dessus l'épaule de son mari. « De la pluie avant le matin. Je crains que vous ne regrettiez de ne pas avoir apporté des vêtements plus chauds, » suggéra le baronnet. « J'aime mon vieux kaki et la liberté de mouvement qu'il me donne. Il n'y a guère de risques aventureux en Angleterre, mais on aime s'habiller pour l'occasion, jusqu'au couteau de chasse. » Sir Edward eut un petit rire. « Et vous portez aussi un revolver, je suppose ?» Les joues de Mike s'empourprèrent tandis que sa main se glissait sous la jupe de sa veste de brousse, où se trouvait un petit étui attaché à sa ceinture. « La force de l'habitude, sans doute. »« Soyez prudent, je vous en prie, monsieur Halliday. Les armes à feu me terrorisent, » intervint Lady Shaw avec nervosité. « Elles sont très utiles, là d'où je viens. Et même en Angleterre, eh bien, on ne sait jamais. » Un couinement aigu et un remuement dans les roseaux proches attirèrent leur attention. Le petit Hector cessa d'observer la lune pour écouter. Des rats. Encore un signe de mauvais temps. Des rats? Quelle horreur, je déteste les rats, s'exclama Lady Shaw, réprimant difficilement un cri. Mary sourit doucement. Les années passées avec son mari, bien au-delà des marges de la civilisation, avaient chassé la peur de son esprit. Et le petit Hector continua de gazouiller, parfaitement satisfait. Peu après minuit, l'orage éclata. Mike Halliday fut réveillé par le bruit de la pluie fouettant le toit de toile de sa tente caravane, et resta quelques instants à écouter le croassement exultant des grenouilles, si fort qu'il s'élevait au-dessus même de la fureur de la tempête. Dans l'obscurité, la berge de la rivière s'animait de vie, et dans chaque vieille maison de Berkeley, à un demi-mille de là, les rats s'agitaient, car les rongeurs possèdent un sens étrange et particulier lorsqu'il s'agit du mauvais temps. Lever le camp le lendemain matin ne fut guère une partie de plaisir. La pluie impitoyable avait transformé la splendide prairie verdoyante en un véritable bourbier. Les tentes étaient détrempées, la literie également, et devaient être rangées, tant bien que mal. Les flanelles, autrefois impeccables de Sir Edward, collaient lamentablement à ses longs membres maigres, et Lady Shaw ne cessait de se plaindre. Seuls Mike et Mary conservaient leur bonne humeur, bien qu'ils fussent aussi complètement trempés que leurs compagnons. Le pauvre petit Hector, frêle parcelle d'humanité née sous le soleil tropical, hurlait misérablement. Il n'appréciait guère son premier été anglais. À force de manipulations pénibles et avec l'aide d'une demi-douzaine d'ouvriers agricoles, les voitures et les caravanes furent enfin dégagées du champ devenu boue pur et hissées sur la route. À mi-pente de la colline traversant la petite ville de Berkeley, toutefois, la voiture de Mike refusa d'avancer sous le poids de la caravane attelée et ne put être déplacée qu'après l'intervention de bras supplémentaires. « Recommandez-moi l'Angleterre pour des vacances heureuses, » grogna-t-il, en se laissant tomber dans la flaque d'eau qui remplissait son siège de conducteur en prenant la route de Gloucester. « Peut-être que le temps va se lever, » dit Mary avec espoir.
cherchant à réconforter son mari, transi et détrempé. Mais le temps ne se leva pas. Toute la journée, la pluie fouettée par le vent martela les vitres et les toiles latérales des caravanes et des voitures. Un déjeuner froid fut préparé à Vallée dans une humidité déprimante, ce qui n'améliora en rien l'humeur des voyageurs mécontents. Mike et Mary étaient moroses mais déterminés à continuer. Sir Edward doutait ouvertement de la sagesse d'un tel entêtement, et Lady Shaw, totalement étrangère à toute forme d'inconfort, en était presque aux larmes. Le petit Hector continuait de pleurer sans discontinuer, tandis que dans les vallées où les rivières débordaient déjà de leurs rives, des légions de rats, sages à leur manière, commençaient à abandonner leurs demeures ancestrales à la recherche de refuges plus sûrs et plus secs. « Je propose que nous nous arrêtions dans la prochaine ville et que nous passions la nuit dans un hôtel confortable, » suggéra Sir Edward, avec une petite hésitation. « Que diable! Si on part en caravane, il faut prendre le mauvais avec le bon. Sinon, où est le plaisir de se remémorer ensuite les épreuves? À l'instant présent, je préférerais un minimum de confort civilisé et chrétien, répliqua sèchement Lady Shaw, en tentant de remettre un semblant d'ordre dans ses cheveux détrempés et en bataille. D'accord. Continuons jusqu'à trouver une grange sèche pour y passer la nuit. Qu'en dites-vous? Sir Edward et son épouse acceptèrent à contre-cœur, et les caravanes reprirent leur progression le long de la route blanche et détrempée. Pendant ce temps, le crépuscule tombait. Le long des sentiers de champs, de fossés, des chemins boueux en pente, et même au bord des routes principales, des milliers et des milliers de rongeurs détrempés se dirigeaient vers les hauteurs, fuyant silencieusement, mais avec une hâte terrible, les eaux montantes qui les poursuivaient. À Berkeley, les caravaniers trouvèrent exactement le genre d'abri qu'ils recherchaient, une antique grange à foin de pierres grises dressée dans sa propre cour. Le sol autour du bâtiment était déjà gorgé d'eau, mais l'intérieur de la grange se révélait délicieusement sec et imprégné d'une odeur chaude de foin. Au prix de nombreuses manœuvres et de beaucoup d'efforts, ils réussirent à reculer et à pousser les deux caravanes à l'intérieur. Les voitures, en revanche, durent être laissées dehors, ce qui rendit impossible l'utilisation de l'installation électrique alimentée par les moteurs. Les lampes tempête constituèrent un bien piètre substitut, et il fut impossible d'allumer les réchauds à essence en raison du foin environnant. Malgré le fait que le souper dut être tiré de boîtes de conserve et que tout fut humide dans la caravane des Halliday, qui s'était mise à fuir par endroits, la grange était au moins sèche et chaude. Ainsi, toute la troupe se sentit-elle nettement plus joyeuse une fois le repas terminé. Lady Shaw, moins réfléchie que Mary, secoua les miettes de la table directement sur le sol de la grange. Et presque aussitôt, un gros rat brun surgit pour récolter cette manne inattendue. Comme un éclair, Pongo, le terrier de Mike Halliday, bondit hors de la caravane et fit une bouchée de l'intrus. « Un rat! Un rat! Pour l'amour du ciel, sortons d'ici, ces choses me terrifient !» s'exclama Lady Shaw. « Vous auriez bien plus de raisons d'avoir peur si nous étions en Afrique. Là-bas où il y a des rats, il y a aussi des serpents, » ricana Mike. « Mike !» prévint Mary, car les paroles de son mari avaient ravivé un souvenir trop vif de la vie qu'elle avait menée dans une hutte d'herbe africaine. Pourtant, sa voix resta ferme lorsqu'elle ajouta « Pongo s'occupera de toute la vermine susceptible de nous importuner ici. N'est-ce pas, Pongo ?» Le chien, entendant son nom, leva son museau ensanglanté et remua le moignon de sa queue. « Bon, que fait-on pour dormir ? Je suppose, Mike, que vous et moi ferions mieux d'installer nos lits de camp dans le foin et que Mary et Mona prendront la caravane. Hector ne vous dérangera pas, Lady Shaw. » Pas le moins du monde. Écoutez seulement cette pluie. Pardieu, je parie que la cour sera profonde jusqu'aux genoux d'ici le matin. Nous sommes juste sous l'épaule de la colline et cela ressemblait fort à un bassin versant quand j'ai fermé les portes. Pourvu que les magnétos des voitures ne soient pas noyés quand nous voudrons partir. À votre avis, y a-t-il beaucoup de rats dans cet endroit ? Demanda Sir Edward lorsque les femmes se furent retirées. Il y en a toujours quelques-uns dans les granges, mais ils ont probablement déjà déguerpi. Ou bien ils resteront dans leur trou. Pongo a fait pas mal de chasse aux rats ce soir. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais le long de l'étroit chemin couvert de fumier qui menait à la grange grise, un flot vivant avançait. Un flot qui, dans la lumière incertaine de la lune, ressemblait à une marée noire.
Il était accompagné de couinements étranges et de pépiments furieux, et la pression de cette multitude était telle qu'à chaque instant quelques rongeurs plus faibles que les autres se voyaient rejetés à la surface de cette lente vague de rats. Bientôt, hormis le fracas de la pluie sur le toit d'ardoise et le hurlement du vent ponctué par le craquement sec des branches qui cédaient, le silence régna en maître. Mais la marée vivante continuait de s'écouler vers la grange. Une fois au cours de la nuit, Michael Holliday se redressa brusquement sur son lit, arraché au sommeil par un long glissement sifflant, qui se termina par un choc sourd et sembla faire trembler tout le bâtiment. Il se pencha et secoua son ami endormi. « As-tu entendu quelque chose, Ted ?»« Non. Quoi donc ?»« J'aurais juré avoir entendu un choc, et que la grange avait tremblé. Belle hiverne, mon vieux. Ce homard en conserve te donne de l'indigestion. » À demi convaincu d'avoir rêvé, Michael Halliday se rallongea et se rendormit. S'il avait su. Une énorme tranche de la colline qui dominait la grange, détrempée jusqu'au cœur et arrachée à sa fondation rocheuse millénaire, avait glissé en contrebas jusqu'à venir s'écraser contre le mur et la porte du bâtiment, les scellant de la manière la plus efficace qui fût. Et pourtant la marée noire de rats, chassée des vallées par les eaux montantes, continuait d'affluer, cherchant refuge contre la tempête. À l'approche de l'aube, les premières vagues de la migration atteignirent la grange. Le fait que la seule porte fût bloquée par une masse solide et immobile de terre ne représentait pour eux qu'un obstacle temporaire. Il existait quantité de trous et de fissures par lesquels une créature aussi petite qu'un rat pouvait se glisser. Cependant, au début, un ou deux tout au plus réussirent à trouver l'abri. La pression des rongeurs dont la masse débordait dans la cour et s'étirait encore loin en arrière sur le chemin boueux contrariait les efforts de la première vague pour pénétrer à l'intérieur. Pongo, même dans son sommeil, capta l'odeur de ses ennemis héréditaires et se réveilla aussitôt en aboyant furieusement. Le chien était attaché au lit de son maître et son brusque élan réveilla Michael. « Couche-toi et tais-toi, espèce d'imbécile !» Le chien, impressionné par la colère de son maître, se recroquevilla. Michael se rendormit d'un sommeil inquiet, tandis que l'animal tremblait contre lui, laissant échapper des grondements étouffés au fond de la poitrine. Le pauvre chien peinait à réprimer son envie d'aboyer, car les rats entraient maintenant de plus en plus vite. Déjà, les caravaniers endormis étaient littéralement encerclés par des yeux luisants, fixes et innombrables. Puis quelque chose tomba avec un bloc mou sur le plancher de la caravane, en provenance de l'aérateur droit. Un second corps suivit, puis un troisième. Le petit Hector hurla lorsqu'une chose lui effleura la peau, et instantanément les deux femmes s'éveillèrent. Mary aperçut les yeux rouges la première. Elle cria, et cria encore. Il y avait déjà des dizaines de ces points de feu dans la caravane, tandis que dans la grange elle-même des couinements et des froissements indescriptibles éclataient dans le foin. Son cri réveilla le chien, qui recommença à aboyer. Mike Halliday bondit hors de son lit en jurant sauvagement, et Sir Edward se réveilla en tremblant. Les deux femmes criaient maintenant. L'enfant pleurait de façon hystérique. Les couinements et les cris stridents des rats montaient toujours plus fort, dominés par le hurlement de la tempête et le grondement sourd et continu de la pluie. Alors l'homme revenu d'outre-mer vit le cercle d'yeux rouges et maléfiques qui se refermait lentement autour d'eux, pouce par pouce, avec une patience terrible. « La porte, Ted! Ouvre cette foutue porte! L'endroit est plein de rats !» À l'instant, le faisceau vif d'une lampe électrique fendit l'obscurité. Une muraille compacte de rats noirs et bruns avançait inexorablement depuis chaque angle de la grange. Les créatures de tête tentaient frénétiquement de reculer lorsque la lumière blanche frappait et aveuglait leurs yeux. Mais il y avait des millions de rats dans cette migration. À chaque seconde, de nouveaux rongeurs se ruaient dans la grange, luttant avec une férocité aveugle pour échapper à la pluie cinglante et aux eaux montantes à l'extérieur. La pression des masses arrière poussait impitoyablement les premiers rangs en avant. La main de Mike plongea sous son oreiller et le claquement sec et rapide du pistolet automatique qu'il saisit libéra le pandémonium. Des dizaines de chauves-souris dérangées dans les poutres poussiéreuses du toit s'envolèrent en tous sens. Lady Shaw, jaillissant de la caravane, ajoutant des cris maniaques et des rires hystériques au vacarme général lorsqu'une chauve-souris s'emmêla dans ses cheveux et qu'elle sentit ses pieds nus écraser des rats vivants qui lui mordaient cruellement les chevilles, de leurs dents aiguës comme des aiguilles. Marie, tenant son enfant dans ses bras, resta figée, incapable de faire un pas vers son mari, car elle était littéralement engloutie, jusqu'aux genoux,
par la marée de rongeurs. Alors Pongo rompit sa chaîne et bondit au secours de sa maîtresse. En un instant, elle fut libérée et put se diriger vers Michael. Mais ce fut la fin du pauvre chien. Les rats se ruèrent sur lui comme une vague vivante, couinant, mordant, déchirant, et en moins d'une minute, il ne resta de lui rien d'autre que ses os. « La porte! Pourquoi diable n'ouvrez-vous pas la porte, Ted ?»« Je ne peux pas, elle est bloquée. J'ai des rats jusqu'à la taille, ils sont en train de me dévorer vivant. » La main de Mike fouilla de nouveau sous l'oreiller, trouva un nouveau chargeur et l'enclencha dans la crosse de son automatique. Si les 8 coups ne servirent à rien contre les rats, la série d'explosions eut au moins pour effet de réveiller plusieurs fermiers des cottages voisins. Ils arrivèrent à la hâte, lanterne à la main, et repartirent aussitôt chercher des chiens, des bâtons et des fusils. Car ils avaient vu 2 choses. D'abord que la cour était littéralement tapissée des restes d'une migration de rats comme les hommes n'en avaient jamais vu. Ensuite, une butte basse s'était effondrée sous la pluie, obstruant totalement la seule voie de fuite des caravanes, emprisonnant ainsi les malheureux dans la grange. À ce moment-là, les cris du baronnet avaient cessé, les rats l'avaient tiré à terre, et il ne crierait plus jamais. Lady Shaw, évanouie de pure terreur, sentit ses genoux céder et s'affaissa dans la marée noire vivante, d'où nul secours n'était possible. Mais Mike Halliday, chasseur de gros gibier et explorateur, qui avait affronté bien des dangers en Afrique, rassembla toute sa force prodigieuse, renversant son lit de camp et se fraya un passage à coups furieux jusqu'à un endroit où il put s'adosser à un mur, laissant juste assez d'espace derrière lui pour que Mary s'y accroupisse, tenant Hector contre elle. La lumière de sa lampe faiblissait déjà, son dernier chargeur était vide. Il coinça la base de la torche dans une fissure du mur, tordit les pieds de son lit brisé pour en faire une arme grossière adaptée à ses grandes mains, et il continua de se battre tant que la lumière dura. Dehors, cependant, les hommes avaient nettoyé la cour et des mains empressées creusaient frénétiquement pour dégager la porte, tandis que des cris d'encouragement parvenaient jusqu'à celui qui luttait avec acharnement pour sa propre vie et celle de sa femme et de son enfant. Déjà un tapis de rongeurs morts s'amoncelait autour de ses pieds, mais encore et encore des rats frais grimpaient sur les cadavres de leurs semblables pour l'attaquer. Ils bondissaient sur lui de chaque côté, tombaient même du toit et des murs sur ses membres jusqu'à ce qu'il n'y eût presque plus un pouce de son corps qui ne fût en sang. Puis d'abord un à un, puis par dizaines, ils commencèrent à se glisser derrière lui, à mesure que ses forces déclinaient. Mary comprit que leur sort était scellé, et ne tenta plus de se défendre. Cette femme courageuse s'accroupit, son corps couvrant celui de son enfant, et laissa les ignobles créatures accomplir leur œuvre. La fortitude silencieuse de cette mère est chose digne d'émerveillement. Bien avant que son mari ne succombât, le mince pyjama avait été littéralement mangé de son corps, et de petites dents aiguës comme des rasoirs commencèrent à mordiller prudemment sa chair vivante. La tentation de crier, de frapper et de donner des coups de pied, de faire quoi que ce fût pour chasser cette agonie abominable et le contact répugnant de ces petits corps velus était presque irrésistible. Mais Marie savait que le moindre mouvement de sa part ferait déferler toute la masse des rats sur elle. Elle endura donc dans le silence et l'immobilité, jusqu'à l'extrême limite de la souffrance. Car déjà des coups lourds de hache s'abattaient sur la porte que les caravaniers eux-mêmes avaient barrée la veille au soir, et à chaque seconde gagnée rapprochait l'accomplissement de son espoir. Que Hector fût sauvé, qu'il soit indemne. Protégé par le corps de sa mère, l'enfant n'avait encore subi aucune blessure. Mais les rats travaillaient vite. Le sang qui coulait abondamment des multiples plaies de la femme, la chair rouge déjà arrachée, avait porté leur frénésie carnassière à son paroxysme. L'odeur du sang excitait les rangs arrière encore privés de leur part du festin et les poussait inexorablement en avant. Avant que les grandes portes doubles ne fussent défoncées, le dernier vestige de celle qui avait été Mary Halliday, femme belle et mère fidèle, avait disparu. Et l'enfant, lui aussi, avait été dévoré jusqu'aux os. Lorsque les sauveteurs forcèrent enfin l'entrée, la migration s'éteignait déjà, comme ces fléaux mystérieux qui se dissipent à travers fissures et crevasses. À l'extérieur, les hommes tuèrent des rats jusqu'à ce que leurs bras leur fassent mal de l'épaule au poignet, mais les créatures immondes s'enfuirent, ne laissant derrière elles aucune trace de leurs victimes, sinon de petits tas d'os, 2 caravanes abandonnées et un lit de camp brisé. À l'aube, la pluie cessa et le soleil reparut, mais Berkeley resta plongé dans le deuil.
Et lorsque le coroner eut terminé son enquête, le fermier ordonna à ses hommes de démolir la grange grise pierre par pierre et de brûler le foin. Car après une telle chose, avait-il dit, si cet endroit restait debout, il serait à jamais hanté et maudit. If I lose, I have to do something that you guys decide. If you lose, I have to do something. You have to do something, we decide. What should be the losing punishment? I don't know. Maybe, should it be like IRL? Like maybe grab a pen and draw on your face? And you might be ending your stream after this. I will not. I am not going to draw on my face, Annie. Because I have experience doing that. Once I literally, I think I was playing Oblivion. I literally grabbed a lipstick and I just put it everywhere on my face, and it was a mistake. Okay. Well, all you have to do then is make sure that you win, right? Okay, well, easy. Yeah.